Nouvel épisode sur la marque Rolex. Je suis extrêmement heureux d'accueillir Arnaud avec un modèle pas si fréquent mais illustre de la marque, la Rolex Air King. Un peu une mal-aimée, un peu une délaissée. Parfois disent les gens la Rolex des pauvres. C'est pas du tout le cas. Donc on va en parler maintenant avec la petite histoire d'Arnaud sur le sujet. Salut Arnaud. Salut Xavier. Ça va? Écoute, toujours en forme? Bah écoute, je suis ravi de te recueillir. Comme je le disais en introduction, la Rolex Air King, c'est quand même une montre qui a été créée en 1945, peu chère sur le marché, qui a beaucoup évolué. Pour préparer l'émission, je me suis documenté comme un dingue sur le sujet. Il y a quand même plein d'histoires à raconter. Avant que tu nous parles de ton histoire à toi, est-ce que tu peux me la montrer? Bah, bien sûr. Bien sûr. Super, merci beaucoup. Écoute, elle est vraiment très belle, elle est toute neuve, hein. Tu vas nous parler de ça. Si tu devais la résumer en un adjectif, ce serait lequel? On commence toujours comme ça. Superbe. Superbe? Superbe. Oh, mais ça, tu es vraiment complètement amoureux de ta montre, hein. Complètement. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu pourrais dire, elle est élégante, elle est sportive, tu vois, superbe. Superbe à quel point? Le cadran, la forme, le boîtier, le bracelet, un petit peu de tout? Un petit peu de tout, à vrai dire. En fait, tu vois, je me suis beaucoup documenté en amont. Parce qu'en fait, pour être très franc avec toi, il y a encore un an ou deux de ça, j'aurais jamais imaginé prendre une Rolex. Ouais. Je n'en voulais pas. Ouais. J'étais plutôt sur des smartwatches. Genre Apple Watch? Genre Apple Watch. J'avais même testé les Android Watch et autres. Mais je m'étais toujours dit non, pas de Rolex, j'ai pas envie, vraiment aucune envie. Et puis un matin, le jour de mon anniversaire justement, je me suis dit mais ça peut être sympa quand même de se renseigner, non pas sur Rolex, mais sur les montres d'horlogerie, tout simplement. Ouais. Et puis bien évidemment Rolex est Ton passé anniversaire, t'as eu quel âge alors? 27 ans. Ouais, donc tu es tout jeune encore. Petit genou. Ouais. Un tout petit genou. Ouais. Donc au final, je me suis dit je vais quand même me documenter un petit peu sur les manufactures, les horlogeries et autres. Puis je suis tombé sur le cas Rolex et je connaissais pas du tout l'histoire de Rolex. Ah. Je m'étais dit, je vais me renseigner un peu et puis en fait, je me suis tout simplement rendu compte que c'était une marque qui a pris beaucoup de risques au début, qui a pris un parti pris et sur lequel justement il y a eu beaucoup de recherche, beaucoup de développement qui encore aujourd'hui en fait fait ses preuves. Et ça justement, ça m'a pas mal séduit avant même le modèle en soi. Qu'est-ce que tu disais? Je ne me voyais pas avec une Rolex. Là, tu as découvert qu'il y avait quand même une aventure extraordinaire, une histoire, l'accompagnement des grandes conquêtes humaines. Je pense que c'est ce que tu as vu un petit peu. Mais t'en pensais quoi avant? Un adjectif. Rolex, c'était quoi pour toi? Pour moi, c'était tape à l'œil. Voilà, c'est intéressant ça. Hein. C'était un modèle, même au-delà même du modèle, mais c'était quelque chose qui était tape à l'œil. C'était quelque chose qui a été décrit de la même mauvaise manière en fait, pendant plusieurs années, surtout ces dernières décennies. Il y a eu plein d'histoires autour de Rolex. Donc le côté fric futilité, quoi. C'est ça. Aussi cher pour juste donner l'heure. C'est ça, c'est ça. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire autour de Rolex, on se rend compte que c'est les premiers en fait qui ont fait les montres à bracelet avant la Grande Guerre. C'est les premiers c'est la montre de tous les exploits en fait, au final. C'est vrai. Lesquels tu as en tête qui t'ont un peu séduit dans l'histoire de Rolex? La traversée de la Manche, l'Everest, bien sûr, que ça soit en alpiniste ou pour le cas de l'Air King avec le survol de l'Everest avec l'Air King. Donc tout ça t'a parlé. Et ça veut dire que ta smartwatch de l'époque, une Apple Watch, si je comprends bien, enfin, c'est ce que tu m'avais dit au téléphone quand on a préparé cette émission. C'est ça. Finalement, c'était un vide, c'est peut-être bien fonctionnellement, ça t'amène des alertes, des trucs, mais c'est une extension en fait de mon portable, c'est pas une montre. C'est pas une montre. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Aujourd'hui, je travaille sur l'édition de formation en ligne, dans un milieu un peu commercial, marketing. D'accord, ok. Qu'est-ce qui pour toi a été et après on reviendra sur ce qui te plaît dans la montre, parce qu'elle est vraiment... effectivement très belle, je vais dire même très originale sous certains aspects, mais j'aimerais t'entendre sur le sujet. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit le jour de ton anniversaire ou ton anniversaire allait arriver, j'ai envie de m'acheter entre guillemets une vraie montre, si on considère, vous nous direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, qu'une smartwatch
ça donne l'heure, et ça fait d'autres choses d'ailleurs en termes de service, le pouls, la température, etc. Qu'est-ce qui fait même. Mais pourquoi tu t'es dit j'ai besoin d'autre chose? En fait, c'est les années qui passent comme ça, c'est le temps. Ouais. Et j'ai eu plusieurs événements dans ma famille, en bien, moins bien et autres. Ouais. Et j'avais des proches qui m'ont extrêmement marqué. Et à vrai dire, il y avait des personnes qui étaient très attachées à l'horlogerie, entre guillemets. Et je me rappellerai toujours en fait que il y avait de belles montres qui m'entouraient au quotidien et que je n'y prêtais pas forcément attention. Et puis l'âge passant, justement, alors je suis encore jeune, j'ai 27 ans, je me suis dit, mais ça serait dommage de ne pas s'y intéresser, justement. Et à partir de là, je me suis dit, je vais m'intéresser au sujet, je vais aller au bout du bout. Ouais. Et si on commence à s'intéresser au sujet, on se rend compte que alors autant sur certains aspects marketing, ils ne sont pas très forts. Ouais. Mais tu parles de Rolex ou des horlogers en général? Rolex est très fort sur le marketing émotionnel. Oui, bien sûr. Quand on passe... On attend vos commentaires, bien évidemment, hein, si vous êtes d'accord ou pas là-dessus, mais je pense que globalement, on est d'accord. Ils sont très forts sur le marketing émotionnel et puis ils sont aussi très forts sur un autre truc, c'est que moi, je me suis documenté en amont parce que je n'avais pas passé les pas du magasin comme ça. Ouais. Et puis le premier effet quand on passe la porte du magasin Rolex et qu'on demande un modèle spécifique, première réponse, le plus souvent du temps, on ne l'a pas. Donc il crée un sentiment, on se sent comme un enfant en fait. Non, tu n'auras pas tes bonbons. Et au final, tu te dis non, je le veux en fait. Et deuxième sentiment, c'est on l'aura peut-être, mais dans ce cas-là, inscrivez-vous sur une liste et vous attendrez. Autant dire, expérience client quand même pas terrible, quoi. Expérience pas terrible, mais qui fait ses preuves. Ok, mais t'en as voulu là tu étais chez un authorized dealer, un AD Rolex, brandé Rolex, ou tu étais chez un AD de différentes marques qui par ailleurs avaient des Rolex. Tu peux nous dire chez qui tu es allé? C'est un AD, alors c'est à Georges V juste à côté. Et c'est un AD libanais qui fait multimarque, mais qui a pour chaque marque en fait. Donc tu avais la déception vis-à-vis de la marque que tu aimes. On te dit le produit n'est pas là, et puis l'AD, lui, il te dit de toute façon, on n'en a pas, il faut vous mettre sur liste d'attente, etc. C'est exactement Quand tu y es allé, tu as demandé à voir une Air King, parce que revenons quand même, le sujet, c'est ta Air King. Tu as demandé à voir une Air King ou tu avais d'autres choses? J'hésitais. J'hésitais. Au début, je me suis dit. Alors, au départ. Attends, tu nous raconteras après ton hésitation. D'accord. Là, tu nous as toujours pas dit dans Superbe, qu'est-ce que tu mets? Tu vois le cadran, la préhension, c'est-à-dire la sensation que tu as quand tu la tiens, etc. C'est le challenge de cette émission, les adjectifs. Ce qui est assez incroyable, en fait, c'est le boîtier. En fait. Quand on regarde celle-ci, je pense, et si je ne me trompe pas, c'est l'une des seules avec ces chiffres arabes en Easter qui sont aussi présents, telle une montre de pilote, pour être bien lisible. Des index des secondes. C'est ça. Tu as fouillé un peu l'origine du cadran sur cette Air King-là? Oui, complètement. Et alors, qu'est-ce que ça te dit? Je pense que ça parle de nanomètres ou du moins de compteurs. C'est ça. C'est là où tout à l'heure, en intro, je disais, c'est une histoire un peu différente de toutes les autres montres. C'est-à-dire que ce n'est pas associé à une conquête humaine, comme peut être l'Explorer avec l'Everest, comme peut être une Daytona sur la course automobile, la Submariner pour la plongée. Là, il y a eu un petit peu de tout, en tout cas au départ, les aviateurs. Et puis là, en 2016, dites-moi si je me trompe, quand ce modèle-là sort, là, il y a un cadran issu d'un partenariat avec la voiture terrestre Bloodhound. Exactement. Dont la vocation, qu'elle n'a pas encore réussi, 2020 paraît-il, de dépasser les 1600 miles. Je n'ai pas souvenir d'un cadran de Rolex en fait, qui est inspiré d'un partenariat sur un record, etc. Associé à un storytelling, oui, mais là c'est différent. Et on est quand même sur un cadran noir qui peut rappeler l'Explorer. C'est le boîtier de la mille gauche, je crois. C'est ça. Donc elle n'est pas si connue que ça, cette montre, alors que c'est un modèle qui a évolué dans le temps depuis 1945. Elle a même été stoppée. Voilà, elle a été arrêtée. Il y a eu d'autres noms, on verra tout à l'heure dans le quiz. Donc toi, tu nous parles du boîtier, tu nous parles des index des secondes. Qu'est-ce que tu penses de la trotteuse et du Rolex en verre et tout ça? C'est pour toi assez sympa, c'est dynamique? Je pense qu'il y en a certains qui n'aimeraient pas du tout. Ouais.
Ouais, mais certains, ils nous diront en commentaire s'ils n'aiment pas, mais toi. Moi, j'adore. Ouais. C'est ce qui m'a interpellé dans un premier temps. Ouais. Je me suis dit, elle n'est pas comme toutes les autres. Je crois bien que c'est la seule qui a cet index en vert, la trotteuse d'Autelon en vert. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à me documenter sur le modèle, justement au niveau du compteur. Donc tu t'es documenté sur le modèle après l'avoir acheté, s'agissant du compteur? Avant. Mais dans ce que tu dis, c'est la trotteuse en vert, le Rolex en vert. Si je fais le lien avec ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans, tu te serais dit ouais non mais Rolex c'est pas pour moi, ça se voit trop, c'est un peu surfait, c'est pas ton ADN. C'est ça. Ça a quand même eu une influence en fait sur le choix de ce modèle. C'est-à-dire que c'est pas le modèle qu'on voit partout. Fond noir comme ça avec les index des secondes, pas la bulle pour la date parce qu'il n'y a pas de date. C'est finalement probablement une des Rolex les moins reconnaissables du marché. Et toi, tu voulais avoir quelque chose de différent justement. Est-ce que c'était pas pour ne pas qu'on reconnaisse que c'était une Rolex? C'était un peu ça. Il y avait un petit peu de ça. Hein. C'était un peu ça. Je voulais pas qu'on voit directement que ça soit sur l'esprit d'une New Oster. Je voulais pas qu'on voit que ça soit sur l'esprit d'une Datejust. Je voulais vraiment en fait qu'on se dise qu'on se pose pas de questions en fait, parce que pour moi c'est très intime. Ouais. Mais est-ce que tu as remarqué est-ce qu'on t'a fait quand tu as changé, tu es passé donc d'une smartwatch à cette Rolex. Qu'est-ce que t'ont dit les gens? Comment ils ont réagi et comment tu as assumé ce qu'ils te disaient? J'ai été très surpris parce que dans mon entourage, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amateurs d'horlogerie. Plus que tu ne croyais? Plus que je ne croyais au final, qui ont commencé à me questionner, à échanger sur le sujet. Eux-mêmes ne connaissaient pas forcément le modèle. Et ça suscitait beaucoup de questions. Ça a suscité énormément de questions sur le sujet. Et j'ai pas eu tant de critiques que ça. Alors bien sûr. Tu veux pas essayer la mienne? Alors toi, c'est une Pulsar si je vois bien d'ici. Ouais, c'est une Pulsar P2. Je l'ai amenée spécialement. J'en parle quelques fois. C'est la montre un peu qui a révolutionné la façon de dire l'heure. On appuie sur un bouton et au lieu de dire là il est 6h40, eh bien avant que n'arrivent des montres comme ça, avec un affichage LED qui d'après est venu à Quartz, eh ben, on aurait dit il est 7h moins 20. D'accord. Et la diction de l'heure a été une révolution à cette époque-là, au début des années 70. Après, c'est devenu du LCD, etc. C'est une montre qui est très sympa. Pourquoi je l'ai amenée? Je l'ai amenée spécialement pour toi parce que, somme toute, sous certaines formes, c'est un usage proche d'une smartwatch. La grosse différence, c'est quand tu fais comme ça avec ton poignet, tu ne peux pas voir l'heure. Et quand tu portes des sacs dans les 2 mains, en fait, tu ne peux pas voir l'heure. Si tu retournes ton poignet, tu aurais vu l'heure avec une Apple Watch. Tiens, je te la laisse regarder, c'est sympa. Vraiment sympa. Regarde, très bonne fabrication d'époque, du début des années 70. En tout cas, c'est vraiment sympa. Écoute, vraiment merci sur toute ton histoire avec cette Air King. Je trouve que ce n'est pas une surprise. Dites-nous ce que vous en pensez quand on rentre dans l'univers Rolex. D'ailleurs, souvent la Air King, puisqu'elle est moins chère qu'une Datejust, pour différentes raisons, et notamment qu'il n'y a pas la date, donc c'est une complication en moins. Et historiquement, elle a été positionnée comme ça. Et ce côté un peu entrée de gamme chez Rolex ou un peu mal aimé parce qu'elle a eu du mal à trouver sa position dans la collection. Ce modèle 116-900 avec ce cadran, moi je trouve vraiment très très réussi et vraiment intéressant. On enchaîne sur la séquence souvenir. Alors là, tu connais, c'est assez simple. Tu nous as contacté sur YouTube. Justement, on a échangé sur le sujet. Lors de l'Explorer. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est quoi ton premier souvenir horloger? Comment tu as appris à lire l'heure? Ta première montre? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens pas? Alors, mon premier souvenir horloger, c'était en Andorre. Ouais. C'était en Andorre. Alors, j'étais jeune, j'ai 27 ans. J'étais un petit jeunot. Mon père m'avait pris avec lui en Andorre. Encore une fois, amateur d'horlogerie. De son côté, il avait une vue sur une tag à l'époque. Alors je ne saurais te dire le modèle. Tu te souviens de la marque donc? C'était une tag et je me souviens qu'on est allé dans un magasin de tag. Et je me souviens de ces vitrines où en fait je regardais toutes les montres une à une et je me disais c'est dingue le temps que ça doit prendre pour faire chacune de ces montres. Alors, tag, ça se fait assez rapidement je pense. Il y a d'autres horlogeries qui doivent mettre un peu plus de temps, mais du moins c'est juste la technicité qui devait être employée là-dedans, ça me questionnait déjà à l'époque. Tu sais que Tag Heuer, c'est
c'est une marque qui provient de ER, et ER, ça a été créé, vous nous le direz en commentaire plus précisément, en 1850-1860, hein, donc c'est une très très longue histoire horlogère. Je ne suis pas sûr que les grands fans de la marque, tu vois, se disent, attends, une tag, ça se fait rapidement, etc. Je pense que dans l'horlogerie mécanique, il y a historiquement des très très belles marques et des vraies histoires de fabrication, de mouvements, d'ébauches, de pièces, etc. Et c'est vrai qu'après, les marques et Tag Heuer s'est positionné différemment dans Rolex, avec pas mal de montres à quartz, d'autres choses, etc. Et puis, le début des années 90 ont fait que tout le monde s'est petit à petit, après la crise du quartz, repositionné sur l'horlogerie haut de gamme. Mais même si on ne peut pas mettre, je pense, Tag Heuer dans le même bain que Rolex, il y a quand même des très très belles pièces iconiques, la Monaco, la Silverstone, il y a quand même des très très belles choses chez Tag. Mais toi, tu t'es dit, bon, ok, mais qu'est-ce que tu en as retenu de toutes ces montres-là? Ça t'a interrogé, et donc, maintenant que tu as quelques années de plus, pourquoi tu n'as pas pris une Tag? Je me suis posé la question justement. Bah oui. Je me suis posé la question et je me suis dit justement, est-ce que je commence dans une Tag ou est-ce que j'irai après? Peut-être après, je verrai. Mais pour l'instant, je me suis dit, non, plutôt commencer par une Rolex. Pourquoi pas? Parce que quand j'ai regardé les histoires, ce ne sont pas du tout les mêmes. Tag est arrivé, la montre à bracelet existait, encore une fois. Et c'est cette prise de risque qu'a pu prendre le fondateur de Rolex, où en fait, je me suis un peu reconnu dans ça. En fait, c'est plus, au-delà même de la montre, c'est vraiment dans toute son histoire, même le nom Rolex 4 lettres, ça ne s'appelait pas du tout Rolex à la base. Mais tout ça t'a parlé. Mais ça m'a parlé énormément. Alors, ce que tu dis sur Tag, c'est vrai pour Tag Heuer, puisque c'est assez récent. Hein, on parle du début des années 90, mais ER reste une marque qui est ancestrale et qui a quasiment 180 ans aujourd'hui. Donc, les montres bracelets à l'époque n'existaient pas, c'était que des montres à gousset. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'à un moment, tu t'es souvenu et tu t'es interrogé sur toutes ces montres. Donc, tu as 27 ans, c'était plus petit, donc on va dire qu'il y avait déjà des montres à quartz et des montres électroniques à l'époque. Complètement. Mais si tu te repars un peu dans le temps, avant 1969, la sortie du premier mouvement à quartz, c'est Seiko qui l'a fait, sinon ça aurait été un conglomérat suisse. Clairement. Hein, Beta 21, vous me direz si je me trompe, de toute façon ça serait arrivé, la montre à quartz. Mais avant cette époque-là, avoir le temps, c'est-à-dire avoir l'heure, c'était un vrai sujet, c'était une vraie information qui est importante. Là où aujourd'hui, tu retournes ton téléphone, tu appuies dessus et tu as l'heure atomique gratuite, indolore et incolore. Ok, merci Arnaud pour un peu ces souvenirs. Et puis maintenant, on va passer à la troisième séquence, le fameux quiz. C'est parti. Alors attention, Arnaud, j'ai beaucoup bossé sur le sujet pour essayer de trouver deux questions originales, légères, un peu de pédagogie si nécessaire, mais c'est pas sûr, simplement pour passer un bon moment. Alors, écoute bien, première question, c'est parti. Depuis sa création, la Rolex Air King a été commercialisée sous d'autres noms. Lequel parmi les trois suivants n'a jamais été commercialisé? Air Leopard, Air Lion, Air Master. J'hésite. J'irais bien Air Léopard. Air Léopard, l'animal, tu n'y crois pas trop, etc. Bien qu'ils ont quand même un certain attachement aux animaux. Eh bien écoute, c'est ça. C'est ça. Tu as eu des Air Giant, tu as eu des Air Lion, tu en as eu beaucoup. Tu as eu des Air King Explorer, tu as eu des Air King Everest, tu as eu beaucoup de choses. Et ce qui contribue à finalement cette grande histoire de la Air King au sein de la gamme Rolex et qui fait qu'elle n'est pas attachée, comme je disais tout à l'heure, à un événement majeur sur lequel la marque a surfé pendant des décennies pour parler de tout ça. Écoute, très bonne réponse Arnaud, tu commences bien. Il faut confirmer maintenant sur la deuxième réponse. C'est parti. Avec quel autre modèle la Rolex Air King partage le même boîtier? Donc on parle bien de la Rolex Air King, la tienne, la 116-900 sortie en 2016. La Rolex Explorer, la Rolex Milgauss, la Rolex Datejust. Je te vois sourire, mais il y a quand même une ruse. Hein. La Datejust et la Air King, lancées toutes les deux en 1945. Alors, petite A,
Rolex Explorer, B, Rolex Milgauss, C, Rolex Datejust. Avec laquelle justement elle partage le même boîtier. Le même boîtier. Donc tout ce qui est électromagnétique et tout ce qui suit derrière. Si on considère que la 16900 est bien amagnétique, effectivement, avec du fer doux à l'intérieur pour le protéger justement des champs magnétiques. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est la Milgauss. Eh bien, c'est exactement ça. Exactement. Rolex Milgauss, elle t'a intéressé celle-là ou pas? J'hésitais entre les deux. Ouais. J'hésitais entre les deux. C'est plus coloré, hein. C'est soit vert, soit orange. Je m'étais dit, le côté coloré, ça allait être fun. Ouais. Puis après, j'ai testé. Et d'un coup, c'était beaucoup moins fun. C'est vrai? C'était pas mes goûts. Tu l'assumais pas? C'était pas mes goûts, en fait. Peut-être plus tard, hein. Peut-être que là, je suis un peu trop jeune et puis j'aurai un peu plus d'excentricité ou autre. Mais là, pour le moment, non. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Peut-être plus tard. Tu te rends compte que là, tu es en train de gagner 2-0 au quiz. Je rajoute une troisième question, ce qui n'est pas réglementaire. Est-ce que tu sais avec quel modèle ta Air King 16900 partage le même calibre? Donc, ce qui revient à dire quel est le calibre. 40 mm? Non, ça c'est la taille. Ah, c'est la taille. Alors ouais, parce que je suis un peu comme néophyte, je me documente beaucoup, mais... Tu sais, je me documente comme toi. Hein. Avec laquelle est-ce qu'elle partage le même calibre? 31. 31-31. Voilà, c'est ça, effectivement. C'est le 31-31 de la Milgauss. De la Milgauss, exactement. C'est ça. C'est une Milgauss en fait. C'est une Milgauss déguisée. Voilà, donc avec le spiral en alliage qui est justement amagnétique et qui fait qu'elle est protégée contre les champs magnétiques. C'est exactement ça. D'accord. Je crois aussi que la Milgauss est quand même nettement plus chère que la Air King. Pas tant que ça, au final. Pas tant que ça. Pas tant que ça. En termes de coût, elle est légèrement plus élevée parce qu'il y a un peu plus de travail dessus, mais pas tant que ça. Ok. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Même si tu as cette montre depuis quoi? 2 ans maintenant? 1 an et demi? Même pas. Même pas? Encore moins? Même pas. Ça fait depuis 2-3 mois. Depuis 2-3 mois. D'accord. Là, je vais te demander un effort. C'est essayer de te projeter dans le temps, comme tous les autres invités qui sont venus nous raconter leur histoire de montre, dans Petite Montre entre amis. Vous êtes bien évidemment invités pour venir présenter votre montre. S'il devait y en avoir une autre, prochainement, peu importe que prochainement soit dans quelques mois ou quelques années, tu commences déjà à y penser? Et si oui, ce serait laquelle? J'ai peur que ça devienne frénétique en fait. Ah, t'es inquiet de ne pas réussir à te contrôler et de toujours vouloir acheter la suivante. Attends, t'en as acheté une. J'ai commencé comme ça avec les tatouages, au final, j'en ai un peu partout. Mais non, il y en a 2 en particulier sur lesquels je commence vraiment à me poser des questions. Une qui est vraiment emblématique à mes yeux et sur lequel je ne me suis pas encore assez documenté, c'est la Speedmaster. Ouais, Omega. La Moonwatch, ouais. Et une autre, dans un tout autre style, la Monaco chronographe. Ouais. Et celle. Donc là, tu reviens chez Tiger, donc tu considères qu'ils savent faire des montres correctement. Mais j'ai jamais dit l'inverse. J'ai jamais dit l'inverse. Tu disais qu'ils les faisaient rapidement tout à l'heure. Oui, mais c'est. J'ai peut-être parlé trop vite. T'as essayé les deux? Pas encore. Pas encore parce que encore une fois, je suis pas allé très vite. Et comme je sais que c'est. Donc tu as peur de l'achat d'impulsion? C'est ça. J'ai peur de l'achat d'impulsion et que je me fasse avoir dans le non, on l'a pas, alors je l'aurai et que ça aille plus vite. Je comprends. Alors j'ai un petit conseil comportemental dans ce cas-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais si tu es inquiet de ça, etc., là tu as acheté une montre neuve. Ouais. D'accord. Dis-toi que la prochaine, tu vas l'acheter d'occasion. Et de fait, d'acheter d'occasion, ça veut dire qu'il faut que tu en trouves une, tu cherches un vendeur, tu vas l'avoir et mécaniquement, tu vas réfléchir. Parce que l'achat d'impulsion, où il suffit de sortir sa carte, et là, tu es à risque chez un AD de faire ça, quand tu es face à un vendeur particulier, tu peux être en occasion d'ailleurs dans une boutique, mais c'est une façon de voir les modèles. Donc, comme tu es en début de cycle, va voir les modèles, essaye-les, vois comment tu les as au poignet, et ce qui te plaît, et de fait, tu vas faire évoluer tes goûts. J'ai quelques années de plus que toi, et ben en fait, il y a des modèles que j'adorais, que j'adore moins, que je mets plus, et puis ça revient, etc. Et donc j'essaye à chaque fois, à chaque épisode, de porter une autre montre. Et c'est vrai que là, actuellement, celle-là, elle est super. Elle est extrêmement agréable à porter. Et pour autant, une Pulsar comme ça, LED, ça coûte entre 100 et 150 euros d'occasion aux enchères. Donc on n'est pas du tout dans le monde de la haute horlogerie, mais ça vous compte le temps de la même façon. Et l'histoire est dingue. Exact.
Arnaud, merci beaucoup. Merci à toi Xavier. Avant de vous dire au revoir, écoute, je vous récapitule comment ça fonctionne un épisode de Petite Montre entre amis. C'est extrêmement simple. Si vous êtes intéressé pour venir présenter votre montre, raconter votre histoire avec votre montre, pourquoi vous l'aimez, ce qui vous plaît dedans, peu importe la montre, ça peut être une petite montre, une grosse montre, une Rolex, une autre marque, une montre à quartz, une montre à LED comme la mienne. Il n'y a pas de mauvaise montre, il n'y a que des bonnes histoires de montres à raconter. Vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr, l'intitulé, le modèle de votre marque en objet, quelques photos, quelques informations sur vous. On en discute au téléphone, on voit comment on peut raconter tout ça. Et puis si vous êtes sélectionné, vous ferez comme Arnaud, vous viendrez présenter votre montre dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Allez, salut, à bientôt.